Bonsoir Guillaume. Bonsoir Judith. Et bonsoir à tous. Alors on est en effet réunis pour parler de cette Cenerentola qui va commencer ce samedi. Moi j'avais peut-être envie juste au début, Guillaume, de vous entendre sur votre rapport à l'opéra, à cet endroit, peut-être quelques souvenirs que vous pouvez y avoir en tant que spectateur. C'est qu'en 2011, vous aviez travaillé avec Nicolas Le Riche, qui est le danseur étoile de cette maison, pour Caligula. Qu'est-ce qui, voilà, il y a l'homme de théâtre, il y a celui qui aime la danse, le cinéma, qui est sur les planches, qui est derrière la caméra, et celui qui est dans la salle de l'opéra pour regarder un ballet, mais aussi justement des opéras. C'est vrai que je suis plus venu ici pour le ballet que pour l'opéra. J'ai une culture lyrique assez faible d'ailleurs. J'ai juste eu la chance d'en voir des très très beaux. Ça, c'est pas mal déjà. Un de mes premiers souvenirs, c'était Samson et Dalila à Bastille. C'était au début de Bastille. Et au moment de la chute de Babylone, j'avais un voisin de droite qui hurlait « On n'est pas chez Saint-Laurent ici !» et mon voisin de gauche qui hurlait « Bravi, bravi !» Donc la chute de Babylone avait lieu dans la salle, c'était extraordinaire. J'en garde un souvenir assez vif. Un autre souvenir d'un opéra ici, mais je ne sais plus du tout ce que c'était puisque nous sommes partis à l'entracte après avoir souffert le martyre d'avoir vu ce pauvre chanteur en porte-jartel qui se cassait la gueule sur un truc en pente. Enfin, je ne sais même plus ce que c'était, mais voilà, ça c'était bon. J'ai eu la chance ici de voir Alcina, dirigé par William Christie et mis en scène par Robert Carsen avec René Fleming, Suzanne Graham, Nathalie Dessay. Un travail sur le silence, notamment au moment du Homi au corps, qui m'avait bouleversé. Le Tristan et Iseult, mis en scène par Patrice Chéreau et dirigé par Barenboim à la Scala, qui m'avait bouleversé, notamment l'acte 2, où un acte d'amour extraordinaire, où ils ne se touchaient pas du tout d'ailleurs. Mais c'était bouleversant. Electra aussi, un Boris Godunov à Madrid, mis en scène par le regretté Klaus Michael Gruber, avec une scénographie d'Arroyo sublime. Voilà, j'ai eu la chance de voir quand même des trucs pas mal. Et alors, quand on vous propose la Cenerentola, première opéra que vous mettez en scène, ça vous dit quoi? Vous pensez Cendrillon? Vous pensez à des Cenerentola que vous avez déjà vus? Vous appréhendez? Alors, une Cenerentola, j'en avais jamais vu. Depuis, j'en ai vu une en vrai, puis j'ai regardé quelques documents, mais très peu. Non, il y en a une que j'ai vraiment regardée, qui était la mise en scène justement de Klaus Gruber au Châtelet. Quand Stéphane Lissner m'a proposé, pour tout vous dire, je lui ai dit « mais pourquoi moi ?» et il m'a dit « parce que c'est sur la famille, c'est drôle et c'est cruel ». Donc je me suis dit « bon, il a vu le film, d'accord, il connaît le dossier, bon d'accord ». Et puis là où il m'a ferré, il m'a dit « juste pour votre information, c'est la première commande que j'ai passée à Gruber en 85 au Châtelet ». Donc bon, là, il m'a eu. Et non, ce qui m'a eu, c'est l'œuvre, c'est en écoutant. Au départ, j'avais un peu l'impression d'être l'empereur d'un Amadeus. Je me disais « mais il y a trop de notes ». Et puis j'ai été assez touché par l'œuvre, très touché par d'abord par la musique, avant tout la musique, la variété musicale et en même temps très, très carré quand même. Hein, mais le côté rouleau compresseur de cette musique qui ne s'arrête jamais. Et puis j'ai très vite senti une différence entre les documents que je pouvais voir, des photos, des images, et ce que moi je ressentais. Donc je me suis dit, bon, bah, j'ai peut-être un truc à dire alors, parce que visiblement... Dans ce que je vois, moi, je comprends pas trop. Donc voilà, je me suis dit, il y a peut-être une raison pour laquelle je peux apporter quelque chose, enfin une lecture qui peut être, voilà, parce que si c'est pour refaire, ça m'intéresse pas.
Peut-être qu'avant de venir justement à ce que vous avez fait, on va ménager un peu le suspense, parce que l'histoire, elle en a assez peu du suspense. Généralement, l'histoire de Cendrillon, on la connaît pas mal. Peut-être sur cette forme opéra, quand on vient du théâtre, on se retrouve confronté souvent, je crois, à peut-être quelques vertiges ou quelques appréhensions. D'abord, cette force de la musique qui fait qu'on n'a pas son propre rythme, on ne maîtrise pas ce qu'on veut du temps, on n'en fait pas ce qu'on veut. Ça, souvent, aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser. Oui, mais en même temps, vous savez, je vois au théâtre où, soi-disant, on est maître des temps et des silences. Finalement, la partition rythmique, elle s'inscrit très vite, puisque au bout d'un mois de répétition, sur un spectacle de 3 heures, on s'aperçoit qu'on peut décaler d'un filage ou d'une représentation à une autre de même pas 2-3 minutes. Donc finalement, toute œuvre, qu'elle soit musicale ou pas, a un temps qui s'inscrit assez vite. C'est pas tellement ça. Puisqu'on parle de rythme et de temps, il y a une chose qui est assez magique à l'opéra, c'est le fait qu'on vous en parle 3 ans avant. Ça permet en fait d'y rêver, de lancer des questions dans l'air sans s'obliger, sans s'imposer à une réponse immédiate. Ce temps de rêverie est extraordinaire. C'est un luxe vraiment magique. Moi, ça m'a énormément plu. Pardon, waouh. J'ai évité l'épée. Ça m'a énormément intéressé. Parce que, voilà, il y a des questions que l'œuvre pose et au lieu de absolument fournir une réponse, vous lancez la question en l'air et puis vous voyez bien comment ça revient. Et cette rêverie-là, c'est vraiment un luxe. C'est un truc que j'avais appris en philo avec Cynthia Fleury qui fait ça en philo et bon, les physiciens le font depuis longtemps, mais l'appliquer artistiquement, ça m'était rarement arrivé. Il y a eu quoi comme grande question justement qu'on lance et puis on voit. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Celles qui me viennent, c'est la cendre. D'où vient la cendre? Pourquoi est-ce qu'on la débaptise, cette fille? Pourquoi on l'appelle jamais Angelina? Pourquoi on l'appelle Cendrillon? D'où vient cette cendre? L'autre, ça a été le coup de foudre avec Ramiro. Pourquoi est-ce qu'ils tomberaient amoureux, ces deux-là, en 2 secondes? C'est quoi un coup de foudre? Comment ça s'opère, ce coup de foudre? Pourquoi est-ce qu'ils se reconnaissent, finalement? Où est la reconnaissance entre cette fille malfagotée et ce prince, certes déguisé en écuyer, mais enfin, quand même, d'où vient la reconnaissance? En quoi se reconnaissent-ils profondément pour s'aimer immédiatement? Voilà, des questions comme ça que je lançais en l'air et où les réponses me venaient vraiment de manière très différente. La cendre, les réponses qui me sont venues viennent d'abord de la musique, de quelque chose de très bouillonnant, vraiment vraiment d'une braise sous la cendre, d'un feu comme ça, qui, notamment surtout chez Angelina, hein, il y a quelque chose elle a de temps en temps des réactions très violentes d'un coup, et puis de plusieurs sources d'inspiration. Je lisais beaucoup de choses autour de Naples à l'époque où, étonnamment, à l'époque où Lisner m'a proposé, il se trouve que je lisais pas mal de choses autour de Naples. J'étais assez fasciné par cette ville parce que, à part les Martiens, tout le monde a envahi Naples, que c'est la seule ville d'Europe qui a accepté la tomate. Ça me faisait rire. Parce qu'on a dit que c'est le fruit du diable, parce que c'était rouge. Alors ils ont dit, si c'est le fruit du diable, c'est pour nous. L'inquisiteur, il est resté que 3 jours. Il s'est fait rembarrer à coups de pompe dans le derrière et il n'est jamais revenu. Donc je me dis, les Napolitains, ils m'intéressent. Naples m'intéresse. Tout est possible à Naples. Il y a un champ de possibles assez incroyable. Et puis des films, Théorème, la fin de Théorème de Pasolini, cet homme qui termine sur cet espace un peu lunaire comme ça. Et puis ce texte du final du 1 qui dit « Je crains qu'une éruption vienne
explose et ne vienne anéantir tous mes rêves. J'ai dit mais quelle éruption? Elle vient d'où l'éruption? Pourquoi il y a une éruption? Donc voilà, donc tout ça a fait que ça a inspiré une scénographie. Ça a inspiré une scénographie, enfin une volonté de quelque chose de volcanique. Et la cendre, pour moi, c'était la cendre du volcan. Elle est comme une fille volcanique. Et voilà, je voulais vraiment transcrire ça. Et alors Éric Ruff, qui est le scénographe, qui n'est pas que l'administrateur général de la Comédie Française, mais aussi le scénographe de ce spectacle, je lui ai dit, ben voilà, il me faut un palais en ruine, il me faut un palais qui a eu sa splendeur et qui n'en a plus aucune pour vraiment sentir à quel point Magnifico avait ruiné tout le monde et tout claqué. Il me faut le Palais du Prince, un espace, il me faut un espace qui puisse être intérieur et extérieur, qu'on puisse dire que c'est l'un ou l'autre et sans changer quoi que ce soit à vue. Et en même temps, il me faut un volcan. Voilà, donc tu te débrouilles. Donc j'ai donné ces 3 éléments et il a eu cette idée absolument géniale de faire que ces 2 espaces, que ce soit la façade du palais de Magnifico ou que ce soit l'espace du prince, soient envahis d'une lave qui aurait en fait, soit couvert d'une lave qui aurait envahi la moitié du rez-de-chaussée de tout l'espace. Et comme une éruption qui a déjà eu lieu, mais qui peut se reproduire. Voilà, voilà la cendre, l'explication de la cendre. L'explication du coup de foudre est venue autrement. Elle est venue d'un jour, il y avait une foule, et puis j'étais tout d'un coup, mon regard était attiré par un couple très ingrat. Ils étaient très laids et en même temps leur amour, leur façon de se regarder était la plus belle chose qui soit. On voyait qu'eux, ils avaient une grâce incroyable alors qu'ils étaient physiquement très laids, mais ils étaient magnifiques. Et je me suis dit tiens, c'est marrant, il y a dans cette reconnaissance il y a quelque chose de l'ordre du tout d'un coup ça m'a fait penser à Ramiro et à Angelina en me disant les deux finalement doivent avoir une souffrance où ils se reconnaissent. Et puis, il y a une fragilité. Bon, ça me venait aussi de la mise en scène de Gruber, qui en avait fait un personnage très fragile, comme une espèce de figure mozartienne qui aurait échoué là. Et c'était très beau là, dans la mise en scène de Gruber. Mais, donc, j'avais déjà ce sentiment-là. Et puis, dans le texte, il y a cette chose très étonnante qui est que quand ils se rencontrent, elle le pousse de peur et il lui dit mais elle hurle et il lui dit mais je suis un monstre, elle lui dit oui pour ensuite se reprendre tout de suite et dire non mais elle lui dit oui et je dis mais pourquoi est-ce qu'elle lui dit oui, qu'est-ce qu'il a de monstrueux cet homme et voilà et donc j'ai décidé de lui donner un handicap physique visible qui pour elle serait monstrueux et en même temps non comme si les deux finalement avaient, comme si ce coup de foudre naissait finalement d'une compassion mutuelle immédiate. Quand on vous entend, Guillaume, on voit plutôt le côté assez sombre de Cendrillon, parce que la Cenerentola, on peut aussi penser dramma giocoso. On peut penser plutôt giocoso que drama, c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est-à-dire quelque chose de très, oui, peut-être éruptif, mais dans le sens de bouillonnant, avec énormément toutes ces vocalises. Quand vous disiez trop de notes au départ, c'est ça, c'est vrai, c'est une musique d'une agilité incroyable qui requiert des interprètes quand même de premier ordre. Et souvent, il y a quelque chose de très bouillonnant dans la mise en scène et plutôt de jouer sur le côté bouffe. Et ici, quand on vous entend, on est dans cette fragilité, voilà, dans quelque chose de l'ordre de la délicatesse. On est votre Cendrillon à vous. Il y a des moments où on se demande, de toute façon, avec cette œuvre-là, si on est dans le rêve ou dans la réalité. Hein, c'est un peu à la frontière. Oui. Moi, je me souviens pas d'hurler de rire tout le temps dans mes rêves, hein, mais bon. Après, drama giocoso, il y a quand même drama hein, dedans. Donc, moi, pour créer la lumière, il faut de l'ombre.
après, l'opéra buffa, c'est pas marqué. Il l'a jamais mis. Il a mis drama giocoso. Donc, c'est pas opéra buffa. Alors, je sais que la tradition veut que ce soit buffa. En Italie, non-stop, c'est toujours buffa. Et à Paris aussi, on a ça. En France, on a cette tradition buffa qui, moi, m'ennuie à périr. La pantomime m'ennuie, les espèces de grimaces, parce que les chanteurs, mine de rien, je veux bien faire du délire, mais il faut quand même qu'ils aient vu ce qu'ils ont à chanter, ils ne peuvent pas non plus faire des cabrioles. Et si vraiment il fallait en faire, Lisner, il aurait demandé à découfler, mais pas à moi. Bon, donc je ne l'ai vraiment pas fait en réaction, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que je ressens, donc je ne peux pas demander à diriger des interprètes d'une façon qui moi, ne me... Non, mais justement, c'est intéressant d'avoir ce regard-là, je trouve, qui est différent, qui nous apporte autre chose, et c'est une manière d'entendre la musique. Vous aviez dit, voilà, au départ, c'est beaucoup la musique que vous avez écoutée qui vous a inspiré. Mais il y a des airs d'abord qui ne sont pas si gais. Una volta c'è un re, c'est pas si joyeux. Non, ça, c'est le premier air de Cendrillon. Oui, qu'elle reprend deux. Il y a l'Andante de Ramiro est très mélancolique, très nostalgique. Il y a quand même je trouve qu'il y a ces couleurs-là dans la musique. Et puis, en plus, moi, il y a des choses qui me font vraiment rire dans la Cenerentola, mais c'est sûr que si c'est pour avoir des interprètes collés les uns aux autres et qui me font des espèces de têtes comme ça, comme une espèce de parodie de la Commedia dell'arte, et ça, c'est pas possible. Et puis, il y a des choses qui sont typiquement d'esprit italien, que j'ai pu découvrir grâce à ma grand-mère qui avait une culture italienne immense, qui parlait l'italien évidemment, mais... cet esprit italien de dire là c'est la comédie mais maintenant arrive la tragédie avec une gourmandise dingue, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma italien, mais déjà chez Goldoni que j'ai eu la chance moi de jouer avec, dirigé par Alain Françon à la Comédie Française dans la trilogie de la villégiature, et j'ai compris, j'ai ressenti cet esprit-là qui finalement est très dramatique, en dessous c'est très dramatique, et puis on en rit finalement, mais ne pas réduire les états à des humeurs. Ça, je trouve ça très important, et c'est quelque chose que de toute façon je m'impose moi en théâtre aussi. Et puis souvent je trouve que c'est à la musique il était hors de question pour moi, en acceptant de mettre en scène la Cenerentola, il était hors de question pour moi de tomber dans l'illustration de la musique. La musique a sa part. Quelque part, moi, la musique joue déjà tellement de choses que j'ai pas à les illustrer en mise en scène. Les gens sont pas idiots. Il y a quelque chose de... Il y a quand même ce dosage incroyable à faire à l'opéra entre l'apollinien de l'excitation de ce qu'on voit et le dionysiaque de ce qu'on ressent avec la musique et le chant, qui touche quand même tous les sens. Et donc, parfois, il faut doser ça pour pas empiéter ou illustrer ou commenter ce qui déjà existe musicalement et dans le chant. Et ça, c'est une liberté, Guillaume, ou justement, au contraire, comment on joue avec ça, avec ce que la musique raconte déjà, comment on se sent dans ce que nous, metteurs en scène, qui est vraiment interprète, on raconte? En essayant de chercher quelque chose de simple. Ouais, la simplicité, c'est long, mais c'est ce qui me plaît le plus. Dans cette Cendrillon, donc, que vous connaissez peut-être, mais en tout cas, peut-être on peut le rappeler. Alors, j'allais dire, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est un petit peu différent. Alors, c'est pas une pantoufle, c'est un bracelet. C'est pas une fée, c'est un philosophe. C'est pas une marâtre, c'est un beau-père. En fait, finalement, tout ça raconte la même histoire. Donc, je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de suspense. Cendrillon, on sait que ça va bien finir avec un prince et que voilà, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Ouais, ça finit quand même. Moi, depuis le début, quand j'écoutais l'œuvre, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'avais cette phrase qui me venait.
où je me disais, mais c'est la perte d'une innocence. J'avais tout le temps cette phrase qui me revenait. Après chaque écoute, j'entendais vraiment la perte d'une innocence. La bonté triomphe, mais l'innocence, ça, c'est terminé. Elle termine quand même l'œuvre en disant « Ma vengeance sera mon pardon ». Ça, c'est pas innocent. Enfin, quelqu'un qui dit ça, non, il y a zéro innocence, ça c'est fini. Oui, donc c'est assez sombre en fait. Enfin, je veux dire, on peut y voir, ben, voilà, elle dit « Ma souffrance n'aura été qu'un éclair ». Mais enfin, elle en parle hein, quand même, on rappelle les faits. C'est quand même l'histoire d'une enfant maltraitée au départ. Hein. Bon, c'est pas gai. Magnifico, c'est quand même un porc. Enfin, il se conduit. Non, mais le beau-père, il se conduit absolument comme un porc. Il menace il la bat. Enfin, voilà. Et puis, comme vous dites, elle a tout perdu. Elle n'a même plus son propre nom. Il y a une violence totale. Non, mais elle n'a plus rien. Il n'y a plus un rond, il n'y a plus son nom, il n'y a plus sa mère, il n'y a plus rien. Et le seul truc qui lui reste, c'est cette espèce de berceuse qu'elle chante comme une comptine dont elle se souviendrait presque inconsciemment, qui est Una volta c'è un re, qui finalement s'avère être son destin. Mais qui justement aussi était quand même une part dans l'écriture de Rossini. On se demande un peu d'où ça vient cette mélodie. Stendhal l'aimait pas du tout, je crois. Oui. Voilà, tout d'un coup, c'est comme une chanson qui. Mais c'est ce qui est magnifique chez Rossini, c'est que surtout la Cenerentola, il avait 22 ans quand il a écrit. C'est prodigieux. Bon, alors il fonctionne un peu comme Proust, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a des paperoles, il va piquer cet air-là, il remélange avec ça. Enfin, aucun problème là-dessus, aucun complexe. 22 ans pour créer ça, et c'est sûr qu'il ne devait pas être très envahi. En un temps record. En un temps record, en un mois. Bon, on sent cette jeunesse-là, et cette jeunesse, elle est quoi ? Elle est à la fois habitée d'une maîtrise incroyable, d'un élan, d'une fougue. En effet, ça bouillonne, en effet, c'est volcanique chez lui, et en même temps, il y a encore des choses de l'enfance, heureusement. Et puis, quand il y a eu cette commande pour le carnaval de Rome, il avait zéro idée. Son librettiste lui suggérait des thèmes, il disait non, 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 non. Et tout d'un coup, il lui a dit la Cenerentola. Il a fait un bond, il paraît, en disant si tu arrives à me faire ça, alors tout de suite. Et il l'a fait en un mois. C'est un conte, mais un conte, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais enfin, c'est très cruel, les contes. Enfin, c'est souvent des histoires assez dures. Alors, il ne fallait pas cantonner l'œuvre là-dedans, parce que ce n'est pas le propos, et qu'en plus, il y a des moments vraiment très, très drôles. Mais je pense que ces moments drôles existent justement parce que le socle est sombre. Il y a plusieurs personnages. Le beau-père, on en a parlé, Cendrillon. Évidemment, il y a les deux sœurs qui sont affreuses, qui sont toujours qui sont pas si affreuses que ça, moi je trouve. Mais parce que le beau-père, à partir du moment où c'est un porc avec tout le monde. Et puis dans les schémas familiaux d'humiliation, c'est toujours terrible dans une fratrie quand on en humilie un. D'obliger finalement les autres à être témoins passifs et voire complices de l'humiliation alors qu'ils sont des mômes. C'est dégueulasse. Donc c'est pas si évident pour les filles non plus. Moi je les défends plutôt et c'est ce que j'essaye de traduire au moment où Ali Doro les retrouve juste avant le final du 2. C'est ce que j'essaye de traduire. C'est très ingrat pour elle aussi, je trouve, mais bon. Ça, c'est mes propres dossiers qui ressortent, mais finalement, Lisner, il m'a appelé aussi pour ça, donc voilà. Mais non, mais ça m'a coûté suffisamment cher en psy pour, voilà, maintenant, voilà, je veux qu'on me rembourse, mais voilà. Il y a cette histoire de travestissement entre le prince et son écuyer, qui, voilà, pour pouvoir voir avec peut-être les yeux, être témoin de ce qui se passe de la façon la plus fidèle et sans que les gens que l'on regarde biaisent leur attitude. Voilà, ils échangent leurs costumes. Ça fait penser un petit peu à Leporello et à Don Juan. Il y a ça, évidemment. Non, mais ça, de toute façon, l'héritage de Mozart chez Rossini, ça, il est présent, évidemment. Après, tout le théâtre italien regorge de ça. Alors là, vraiment, bon, le travestissement, évidemment, bon, nous, en France, avec Marivaux, quand même, énormément. Le travestissement, il
il est amusant à traiter dans le sens que Dandini est un personnage, le valet qui se déguise en prince est un personnage extraordinaire parce que quand il fait son entrée est remarquable et il dit au prince ça va, c'est bon, je dis ce qu'il faut et il lui dit mais t'en fais trop. Il dit bah qui t'a joué un grand rôle, autant y aller. Mais c'est très italien, moi j'adore cette gourmandise, cette truculence. Il fanfaronne sans aucun complexe. Il m'a fait penser d'ailleurs à Gassman. Son costume est complètement inspiré de Gassman dans le fanfaron. C'est vraiment ça qui me plaît. Cette façon de fanfaronner. Et puis c'est drôle parce que le chanteur Alessio me dit mais Dandini, he's stupid. Je dis Dandini, ah non, c'est le plus intelligent de tous. Il me dit ah bon, pourquoi? C'est un peu le maître de cérémonie, je trouve. Oui, il a un côté monsieur loyal, en même temps il casse le 4e mur, il est le premier à casser le 4e mur pour dire au public, bon là c'est la comédie, mais la tragédie elle arrive. Et à l'acte 2 de dire je vous avais prévenu, hein, au 2 ça se corsait. Et il est incroyable, tout ça avec un plaisir et une gourmandise merveilleuse. Et même au moment où il dit bon bah je suis plus qu'un ex, paf, il y a Magnifico qui arrive et il dit allez, on retourne à la blague. Et il est plein de ressources, il est inépuisable Dandini. Moi je l'adore. Ben oui, c'est en ça que je dis aussi dans ce truc Don Juan, Leporello, cet héritage-là, il y a de ça, c'est-à-dire qu'on se dit que le personnage de Dandini, d'une certaine façon, à contrario, le personnage du prince est plus difficile à incarner, ce handicap que l'on donne, je pense, est sans doute un moyen aussi de le faire exister dans toute son épaisseur. Ah ben oui, enfin en tout cas c'était ma volonté de. Ça dépend, c'est-à-dire soit vous avez un jeune premier. Non, mais après ça dépend aussi du casting qu'on vous donne, hein, parce que moi j'ai choisi Teresa Iervolino, ça oui, ça c'est moi qui l'ai choisi, mais le rôle-titre. Le rôle-titre, mais sa voix m'a bouleversé. J'étais en larmes quand je l'ai entendue et je dis ben, c'est elle, c'est Angelina. Et le chef, très gentil, enfin pas gentiment, il l'a pas fait par gentillesse, mais m'a dit d'accord. Après, le casting que vous avez, évidemment, pour moi, joue un peu, venant aussi du cinéma et puis du théâtre, on fait un peu attention, même si bon, on a un peu dépassé la notion des emplois, mais là, les emplois sont vraiment que vocaux. Mais quand bien même, vous êtes un peu vigilant à qui vous avez en face. Chez Ramiro, il avait quelque chose, il n'est pas très grand, Juan José de León, il a quelque chose déjà d'enfantin, de très touchant. Donc autant s'en servir. Et bon, si à la reprise on me colle un géant, bah, il ira chercher l'enfance en lui. Mais je sais pas, on verra bien. Mais peut-être que je modifierai un peu aussi. Mais voilà, il a cette enfance-là, il la trimballe déjà avec lui, donc autant s'en servir. Mais le prince, il gagne de la force. Lui aussi, il y a une perte de l'innocence. Hein. La perte de l'innocence, elle n'est pas que pour Angelina. Et justement, il grandit aussi, c'est-à-dire qu'il a ce côté enfantin, mais il y a un moment où tout d'un coup il s'affirme. Mais oui, parce que là aussi, c'était une question, c'est que dans le quintet de l'acte 1, quand Magnifico est aussi cruel avec Angelina, personne ne moufte, personne ne bouge. Je dis, mais quand même, si le type il vient de tomber amoureux et qu'il ne bouge pas d'un iota, à part dire « Oh, je suis en colère, oui, d'accord, mais enfin, à ce moment-là, arrête-le. » Eh bien, il ne fait rien. Donc là aussi, je me suis dit « Ouais, il n'a pas encore les épaules. » Et puis, finalement, il les a. Il grandit, en effet, dans son ère de l'acte 2. Là, en effet, ça y est. Et puis, surtout dans le sextuor. Mais c'est vrai qu'il y a une progression. De toute façon, c'est très important qu'à chaque fois, l'histoire soit tout le temps au présent. Ça, c'est essentiel. De toute façon, ça se passe en à peu près 24 heures. Oui. Voilà. Il y a à peu près la règle des 3 unités, quoi. Il faut que ce soit au présent. Ouais, enfin, les décors, ça bouge. Oui. Mais il faut que ce soit au présent. Ça, c'est essentiel pour une représentation, quelle qu'elle soit. Tout va très vite, c'est ça aussi. Et quand vous disiez tout à l'heure, il y a ce côté italien extrêmement contrasté. Quand on pense au personnage central, qui est le personnage de Cendrillon, tout d'un coup, on lui dit « ma fille », et là, tout vacille. Oui.
Ah oui, ça c'est un moment. Ben là, moi je l'ai traité. Bon, avec Alidoro, cette basse c'est incroyable et en plus Roberto a une voix. Enfin bon. Alidoro, c'est celui juste pour. Ah oui, c'est le philosophe. Voilà. Alors là aussi, quand même, replaçons dans le contexte, parce que quand on fait des recherches un peu, on s'aperçoit que le nom de Magnifico, il se trouve que c'est pas très loin de Naples. Ramiro, son nom, c'est pas très loin de Rome. Donc, il a un précepteur qui lui dit, bon, tu es obligé de te marier pour faire un héritier, mais en fait, il y a un endroit où tu vas trouver ta femme, c'est une des 3 filles d'une famille, et c'est dans cette maison-là. Il l'envoie près de Naples. Ben déjà, d'où il les envoie dans cette famille, et pourquoi est-ce qu'il l'envoie dans cette famille? Et lorsqu'il voit la fille, lorsqu'il voit la Cenerentola, il l'appelle ma fille. Bon, bah ok, d'accord. Bon, bah, en gros, t'es le géniteur, tu t'es barré, t'es devenu ermite, je sais pas, mais enfin, il s'est passé quelque chose. Il y a un dossier avec cette fille, parce que pour que tu l'emmènes exprès et qu'au moment où finalement ça pourrait ne pas se faire, tu crées un orage pour renverser le carrosse et pour que. Bon, là, il se passe quelque chose. Enfin, tu crées un orage. Non, d'ailleurs, ça c'est important à souligner, c'est que Rossini a quand même enlevé toute la magie de l'œuvre, hein, du conte. Non, mais je veux dire dans le texte, mais est-ce qu'il ne l'aurait pas mis dans la musique? Alors, exactement. Alors, il a tellement. Pour moi, d'ailleurs, ça manquait quand même, d'où la harpe. Bon, ça, je vous expliquerai après. Mais il y a la harpe. Expliquez maintenant. Bon, alors, je vous explique maintenant. À cause de l'empereur d'Amadeus qui était en moi, qui disait il y a trop de notes. Les récitatifs. Au bout d'un moment, le texte ne me parvenait pas dans les récitatifs. Je n'entendais que le pianoforte. Ça m'agressait. Et j'en ai parlé à Philippe Jordan un jour. Je dis, mais c'est récitatif, c'est pas possible. Et il me dit, écoute, une fois, ça s'est fait à Ulm. Les récitatifs de la Cenerentola étaient à la harpe. Oh, mais alléluia, mais évidemment, c'est ça qu'il faut faire. J'en ai parlé à Ottavio Dantone qui m'a dit, mais Rossini met pas accès au pianoforte. Rossini dit basse. Et il se trouve qu'à l'époque, les basses pouvaient être aussi à la harpe, pouvaient être au cello. Donc tout à fait, pourquoi pas. Il dit, mais ce que je te propose, c'est qu'au lieu que ce soit tous les récitatifs, d'utiliser la harpe, surtout pour les récitatifs de la Cenerentola, et un peu aussi les récitatifs amoureux avec Ramiro, et parfois poétiques, pardon, l'épée, poétiques de Alidoro. Voilà, d'en faire quand même quelque chose de spécial et de l'inclure à peine dans l'orchestre. Et ça, j'étais ravi qu'il accepte et que l'opéra accepte, parce que je trouve ça essentiel de donner cette fluidité aquatique, poétique, magique que peut apporter la harpe à l'œuvre. Là, la magie, elle est théâtrale, parce que, alors ça vient parce que c'est très concret, la manière dont Rossini raconte vraiment l'œuvre, mais j'ai quand même inscrit un peu la musique dans les lumières, la magie dans les lumières, et il y a un changement de décor que j'ai vraiment fait faire à Alidoro. Alors ça vient... Je me le suis autorisé parce que dans la première version de Rossini, l'air d'Alidoro, avant le final du 1, était un air tout autre, qui n'avait rien à voir, et dans lequel le texte non plus n'avait rien à voir. Le premier livret n'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Il disait à Angelina, mais tu sais, on est au théâtre et on a chacun un rôle à jouer. Et c'était vraiment du théâtre dans le théâtre. Il dénonçait le théâtre. C'est ce qui m'a autorisé à lui donner cette force de changer le décor. Voilà, ça vient de là. Donc la magie. Donc c'est une forme de magie, mais c'est une magie du théâtre dans le théâtre. Voilà. Et elle est peut-être plus dans la magie. Voilà, c'est pas le carrosse qui se transforme en citrouille. Est-ce que, quand vous évoquez ces moments de récitatif où on voit cette envie que vous avez eue, qui nous raconte quelque chose, qui ait une couleur particulière, par rapport au théâtre, est-ce que le récitatif se prête davantage au théâtre que l'air, quand on se retrouve
avec des chanteurs. Comment vous les avez fait travailler, ces chanteurs? Voilà, il y a aussi le grand souci souvent de la masse chorale. Qu'est-ce qu'on en fait? Ça, pour les metteurs en scène, je crois que c'est compliqué. Ben, ça dépend toujours du mouvement, ça dépend toujours de là où ils en sont. Mais la question se pose à plusieurs moments de l'œuvre et pas seulement dans les récitatifs. On a la même chose, par exemple, dans le canon du Sextuor. On a exactement la question se pose de la même manière. Il y a des moments assez hypnotiques, des moments où le mouvement s'impose et d'autres où, au contraire, il faut pas toucher. C'était Roussillon qui disait ça à propos d'Adjani. Il disait il faut pas toucher. Il y a des moments où il faut pas toucher. C'est très pur et faut surtout pas toucher. Alors. Bon, le travail avec les chanteurs, c'était particulier parce que certains avaient déjà joué, avaient déjà chanté les rôles dans d'autres mises en scène, pouvaient avoir des habitudes, voire peut-être des tics qu'il a fallu gommer, notamment des tics très bouffes. Ça, j'ai dû un peu gommer. Je me souviens d'un des chanteurs qui disait « mais quand je fais ça, j'ai l'impression de ne rien jouer ». Je lui dis bah, « c'est exactement ça ». Surtout ne joue rien, soit. Alors, évidemment, pour pouvoir se permettre de dire ça à un artiste, c'est très difficile de dire ne joue rien, soit. Il faut lui permettre d'essayer beaucoup de choses. Et une fois qu'il a un peu tout essayé, on lui dit on n'a qu'à tout gommer, puis on voit ce qui se passe. Et il s'en rend compte lui-même, en fait. C'est de lui-même, il faut que ça naisse de lui toujours. Ça ne peut pas être un ordre. La grande différence, évidemment, avec les acteurs, c'est que si vous montrez à un acteur, vous le réduisez à un imitateur, vous annulez complètement son imaginaire. Donc, c'est la pire chose au monde que vous puissiez faire à un acteur, c'est lui montrer comment jouer. En revanche, un chanteur, c'est l'inverse. Il faut vraiment beaucoup montrer, beaucoup. Ils sont beaucoup plus dans une méthode de travail appliquée que les acteurs. Ils saucissonnent beaucoup parce qu'ils sont l'habitude. Ouais. Oui, le sens de la mesure, exactement. Donc certains, ça dépend. Teresa, moi, quand je l'ai rencontrée à Palerme, j'étais allé l'écouter dans la Cenerentola d'ailleurs. On a soupé ensemble après. Quand je lui ai raconté le projet, elle a adhéré tout de suite. Et donc, elle, c'était une évidence depuis le début. J'avais à peine besoin de la diriger. Enfin, j'avais rien à gommer, j'avais juste à suggérer, c'est tout. À placer après, évidemment. Mais alors que d'autres, d'autres, vous montrez A, vous montrez B, vous montrez C, vous vous dites bon il va faire D, non, il reste à C. Bon, alors donc faut montrer D, faut montrer E. Bon, d'accord. C'est comme ça et c'est pas grave. C'est juste épuisant, mais c'est pas grave. Et puis, d'autres, il suffit en fait juste vraiment une clé, on fait un tour, ça suit direct. C'est vraiment ça varie selon l'artiste que vous avez en face de vous et c'est toute la richesse de l'expérience d'ailleurs, pour moi. Et puis la richesse de l'expérience, je pense, vous l'avez évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est aussi ce duo fausse plateau, c'est-à-dire chef d'orchestre, metteur en scène. Mais là, moi, j'ai eu la chance d'avoir Ottavio Dantone. Et bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. Lui est merveilleux. C'est un Italien qui a un charme fou, qui vient du baroque, qui a un swing incroyable, qui sait toujours rattraper qui a une façon assez libre. Bon, il vient du baroque. Donc, par exemple, c'est pas un maniaque des départs. Sur le tempi, il va rattraper le chanteur, mais il va pas imposer des attaques systématiques. Mais il sait de quoi il parle, notamment avec Rossini. Mais il a eu l'élégance, la première fois où on s'est rencontrés, de me dire moi, je ne connais pas la partition, alors on est à égalité, non? Bon, ça, c'est extrêmement élégant parce qu'il aurait pu me dire dans Chef, il y a Chef. Voilà. Et non, pas du tout. Donc, on a vraiment travaillé. Et puis, il a adhéré à mon projet tout de suite. Il était entièrement d'accord. Donc, c'était très agréable parce qu'on a vraiment travaillé d'une manière très harmonieuse. Il n'y avait pas du tout l'idée de ça, c'est ma répétition et pas la tienne. Et non, on pouvait complètement travailler vraiment ensemble. Voilà, ça, c'était vraiment merveilleux.
Dans Strauss, on dit, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est premier, est-ce que c'est le drame ou est-ce que c'est la musique? Cette expérience-là d'opéra, Guillaume Gallienne, finalement, vous, Moi, plus souvent dans le drame peut-être, Ah non, comment non, vous... jamais choisi. Alors ça, non, 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 on non, se non. pose la question dans l'histoire de l'opéra, on se la pose cette question, de Ben, savoir qu'est-ce j'espère qui que, prime. ben, j'espère qu'aucun spectateur ne se la posera en sortant. Il n'y a pas, heureusement, enfin c'est la magie de l'opéra pour moi, c'est surtout de ne pas choisir entre la musique et le drame, c'est les deux qui vont ensemble. Enfin, si ça s'incarne vraiment, alors on ne se pose même pas la question, c'est comme une chose évidente qui a eu lieu au présent et qui ne pouvait pas s'exprimer autrement. Il y a des moments d'alternance posés par Rossi. Silence en coulisses. Il y a des moments d'alternance qui sont posés d'ailleurs par Rossini lui-même. L'orage est une vraie parenthèse que musicale. Là c'est... Mais la scène continue, le visuel peut continuer. Bon, alors chez Gruber, c'était un carrosse qui versait. Parfois, ça peut être... Enfin bon, après, chacun sa version. Mais il y a des moments, mais là c'est pas une histoire de musique, c'est une histoire où ça va ensemble encore entre la partition et ce qui anime les personnages. Il y a chez Rossini une modernité incroyable de temps en temps placer musicalement ces personnages dans un état hypnotique, d'hypnose, hypnotisant pour d'ailleurs les spectateurs, où ils sont en distanciation mais brechtienne. C'est-à-dire qu'ils sortent complètement d'eux-mêmes pour dire là les personnages sont très troublés. Et on dit mais c'est surréaliste de faire ça. Bon, c'est un héritage de la commedia dell'arte bien sûr, mais utilisé de cette façon-là, c'est quand même assez exceptionnel. Et ça, je pense qu'il ne faut pas jouer aux chaises musicales l'histoire de les faire bouger pour les faire bouger. Non, c'est hypnotique, et il faut, voilà, là aussi, il ne faut pas toucher, il faut laisser tel quel. Je pense notamment au canon de Questo Gruppo du Sextuor. Oui. Il y a arrêt sur image. Il y a un arrêt sur image qui est jouissif à goûter les entrées de voix des uns et des autres, et ça dure. Et cette notion du temps, c'est absolument formidable, il faut le laisser tel quel. Mais il y a de temps en temps le commentaire de ce qui ne se passe pas, finalement, parce qu'il ne se passe plus rien, mais le commentaire de l'État, qui est vraiment magique. Et ça, en effet, la musique, tout d'un coup, prend en otage tout, enfin la musique, la partition, autant musicale que dans le chant, prend en otage l'œuvre, arrête tout, et boum, ça reprend. Ça, c'est des moments magiques et il faut les goûter pleinement. Pour ça, faut accepter la notion de la longueur. Bon, moi j'adore, mais c'est vrai qu'avec ceux qui zappent tout le temps, c'est plus dur, mais bon. Ah non, c'est le luxe de se trouver à l'opéra aussi, justement. Je pense que c'est ce qu'on y cherche quand on y va. Bon, ça, je sais pas, on va vous demander après. Et bien justement, c'est le moment des questions. Si vous en avez, il y a un micro qui va circuler, donc surtout ne vous gênez pas si vous avez des interrogations. Madame, il y a un doigt levé là-bas déjà. Il y a un micro qui arrive à vous. Bonsoir, je voulais vous dire que quand vous avez parlé de la Cenerentola, de la cendre, de la famille, relations familiales, relations sociales et du volcanique, j'ai sursauté tout de suite en pensant à l'interprétation de John de Meyer à l'Opéra de Hambourg avec son Cendrillon en ballet, et où il refuse complètement cette société et tout ce qui entoure cette Cenerentola, enfin c'est Cendrillon. Oui. Et où, par exemple, la fille refuse complètement de faire n'importe quel travail pour ses sœurs. Elles se sont beaucoup plus nobles, comme elle est en effet. Et puis après, les princes, ils ne rencontrent même pas vraiment Cendrillon. Il a un homme de relation qui lui présente toutes sortes de femmes.
et qui devrait devenir, l'une d'elles devrait devenir son épouse. Oui. Et quand le prince rencontre les deux sœurs, mais quand Cendrillon rentre au palais, ce n'est pas lui qui l'accueille, mais c'est l'autre personne. Et il tombe amoureux d'elle. Et elle tombe amoureuse de lui, donc ça ne finit pas par l'anoblissement de Cendrillon, mais au contraire par quelque chose de beaucoup plus moderne comme relation sociale. Ça en ballet, ça permet des pas de 3, j'imagine, magnifiques. Oui, Mais oui, les ballets étaient magnifiques. Rossini les a malheureusement pas inscrits, mais ça doit permettre en ballet des pas de 3, c'est amusant. Mais Neumayer, oui. Ça, je ne connais pas cette production de Neumayer, mais je l'aime beaucoup, mais je ne connais pas cette production. Après, il a fait ça dans un volcan aussi. Non, il n'y a pas de volcan, mais je trouve qu'il y a une révolte. Déjà, Ah non, mais ça, la révolte, elle est très présente d'ailleurs. Oui, non, mais comment elle monte dans les notes quand tout d'un coup les sœurs disent Cenerentola, dame, 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 elle fait Vengo, Vengo. Elle hurle. Et je disais à Teresa, je dis attention, il faut que ce soit la première fois qu'elle le fasse. Hein. Elle n'a pas l'habitude de gueuler. Il faut vraiment qu'à chaque fois soit la première fois, tout comme le Cenerentola par-ci, Cenerentola par-là. On sent que ça bouillonne, elle n'en peut plus. Mais c'est nouveau. Pourquoi c'est nouveau? Parce que tout simplement, Alidoro lui a caressé la joue. Je veux dire, à partir du moment où un enfant battu, une enfant maltraitée, il y a un syndrome de Stockholm évident de protéger les bourreaux et tout ça, et de finalement être dans l'innocence de la victime, du schéma de victime-bourreau. Mais à partir du moment où quelqu'un, tout d'un coup, donne de la tendresse et donne de l'affection, l'intelligence naît de dire « Ah, mais donc je peux être traité autrement ?» Elle se permet Ne serait-ce que dans le ressentir. Tout d'un coup, on dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Moi, ça me fait du bien. C'est quoi ce truc nouveau? Et évidemment, là, ça devient intelligent et la révolte est possible. Mais ça bouillonne vraiment en elle. Ça, c'est sûr que ça bouillonne beaucoup. À plusieurs moments, hein, elle y va. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, et le micro arrive. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Si vous m'y autorisez, j'aimerais vous poser une question hors sujet. Oui, je suis habitué. Voilà. Non, je vous ai entendu lors d'une interview que vous avez donnée il y a quelques semaines sur une station de radio, et au cours duquel vous indiquiez que vous ne vouliez plus jouer de rôle féminin. Oui. J'ai compris que c'était difficile, des rôles difficiles à interpréter, voire douloureux, mais si vous pouviez compléter un petit peu, ça m'intéresserait. Si je pouvais compléter? L'explication, pourquoi, enfin les raisons de votre décision. Disons qu'une robe est plus difficile à ranger dans son placard qu'un pantalon. Voilà. Non, pour développer, il y a, bon, en plus, je n'ai pas joué n'importe quelle femme, j'ai joué ma mère et Lucrèce Borgia, donc c'est pas non plus, j'ai pas pris des câlines, mais il y a dans l'incarnation d'une femme, il y a une bascule qui s'opère, qui, en tout cas moi, m'a rendu concave et non pas convexe. Je pense que, en tant qu'homme, on a des réflexes convexes. Si quelqu'un nous agresse, on pousse. Voilà, il y a un truc qui va vers, qui va devant, qui pousse, qui réagit, oui, d'une manière convexe. Je ne saurais pas l'expliquer autrement. Alors que quand vous jouez, quand vous incarnez une femme, il y a quelque chose de concave qui se crée, où vous encaissez beaucoup plus. Et avec, en plus, dans les rôles écrits, notamment Lucrèce, écrit au 19e, des non-réactions, ou bien alors des réactions à côté. Et voilà, et j'encaissais énormément dans toutes les directions, et je réagissais
telle qu'elle était écrite, telle que je pouvais, mais pas toujours, notamment la scène avec Alphonse, lorsqu'il me prenait en otage dans ses bras et que je ne pouvais pas m'en défaire parce qu'il était plus fort que moi, tout simplement. Et que quand tout d'un coup il se mettait à m'embrasser la gorge et le décolleté partout et que c'était insupportable, le seul moyen que j'avais pour qu'il arrête, c'était de faire finalement comme un boxeur et de me coller à lui pour qu'il n'ait plus l'espace de mouvement pour m'embrasser. Je me collais à lui et le pire, c'est qu'en le faisant, je faisais merde. En plus, il va penser que je me colle à lui et que j'ai envie, alors que j'ai vraiment pas envie. Enfin bon. Et en fait, il y a un truc qui fait que vous êtes tout le temps présent dans un éveil sensuel qui n'est pas toujours intelligent, qui fait qu'on pense que vous êtes calculatrice et intelligente, alors que pas du tout, juste vous réagissez comme vous pouvez, et que cette addition de moments rendait la chose extrêmement douloureuse et difficile. Voilà, il y avait des moments où tout d'un coup, il avait la tête entre mes jambes et il se mettait à me caresser là, et il le faisait bien en plus. Donc, et on fait non, alors juste pas là, en fait, non, vraiment. Non seulement pas là, puis pas maintenant. Enfin bon, là c'est compliqué. Et en même temps, la scène avance et vous pouvez pas lui dire dégage. Et donc le tout est entre une réception de sensualité, un dégoût de la prise d'otage de ça. Il y a un rapport d'avoir plus fort que vous, où vous devez penser tout le temps. Et en même temps, vous ressentez tout le temps, et voilà, et parfois c'est juste une humeur, et ça explose, c'est juste parce que vous avez chaud. Non mais, voilà, donc j'ai compris beaucoup de choses sur ma femme en tout cas, et non mais je suis pas marié avec Lucrèce Borgia, mais j'ai compris parfois des réactions où je dis, ok, c'est pas une histoire de... c'est une addition. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on est un peu binaire, je trouve, les mecs, parfois. C'est vraiment causalité et fait, voilà. Et ben non, parfois, c'est qu'en fait, la réaction vient de très loin, d'une addition où nous, on n'a pas vu qu'elles encaissent, et ben ça sort sur le fait que vous n'ayez pas changé l'ampoule, ouais. Mais voilà, ben ça sort là, et en fait elle s'en fout, l'ampoule, vraiment elle s'en fout. Mais c'est l'addition de tout où tout d'un coup ça explose sur l'ampoule. Ouais, voilà. Et donc moi dans ma vie de tous les jours, cette addition là que j'avais sur le plateau, ben pour rentrer à la maison, bonsoir mon amour, ça va, ouais. Ben, ça devenait compliqué et difficile au bout de 3 ans, hein, quand même. Donc j'ai rendu le rôle au bout de 3 ans. Après, c'est aussi parce que je trouve qu'on est dans un pays de cases et que j'étais tout d'un coup enfermé dans une figure d'Onagata, dans une culture en plus qui n'intègre pas du tout les Onagata. Donc je me suis dit, bon, on va arrêter. Après que je rejoue un jour une femme, on ne sait jamais, c'est une histoire de confiance et de liberté, de désir, mais surtout de rencontre. Mais là, voilà, basta così. Merci. Oui, mademoiselle. Il y a le micro qui arrive. Donc vous avez fait du cinéma et du théâtre, et maintenant l'opéra, ça vous a apporté quoi en plus? Qu'est-ce que ça vous a appris? Je sais pas encore. Je sais pas, c'est tellement frais, je suis encore là. C'est une des choses les plus épuisantes que j'ai fait de ma vie, ça c'est sûr, mais ça m'a apporté une écoute, plus d'écoute. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. Plus d'écoute, plus de... peut-être aussi plus de respect des interprètes, en me disant, bon, ça je connais pas.
Est-ce que je peux insister là-dessus? Pas là. Le sentir, être très à l'écoute d'une fragilité. Ils sont assez fragiles, hein. Ce sont des athlètes, les chanteurs. Il faut les prendre aussi comme tels. Bon, j'avais à peu près la même chose avec les danseurs, mais avec les danseurs, je pouvais... avec les danseurs, je connaissais mieux leurs limites. Moi, j'ai fait 10 ans de chant. Avant, j'ai travaillé avec un phoniatre pendant 4 ans, parce que c'est quand même une des choses les plus liées à l'inconscient dans le corps humain. Donc, c'est très, très fragile, la voix. Hein. C'est vraiment très fragile. Et donc, oui, d'être très à l'écoute de leur fragilité et de ne pas insister là, de créer vraiment un climat de travail qui soit le plus doux, le plus respectueux possible. Bon, cela dit, j'ai une leadership qui est plutôt douce. Autant en tant qu'interprète, je peux péter les plombs, mais en tant que metteur en scène, que ce soit au cinéma, au théâtre ou à l'opéra, je suis en général... j'aime pas les tensions, ça sert à rien. Mais pour l'instant, je ne saurais pas encore vous dire ce que ça m'a apporté, parce que c'est vraiment, j'ai encore la tête dans le guidon. Hein. C'est une aventure, non mais c'est un truc de dingue, hein, vivre. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a déjà mis en scène à l'opéra, mais c'est vraiment un truc incroyable à vivre. C'est très très étonnant. Hein. Déjà 8 heures de Rossini au pianoforte à 2 mètres de vous tous les jours pendant 5 semaines, je peux vous dire ça conditionne. Hein, non mais toutes les nuits, moi j'ai des airs dans la tête, mais toutes les nuits, je suis là, piano, piano, on a volta. Non mais en boucle, quoi, toutes les nuits depuis 5 semaines. J'ai pas l'habitude. En plus, la même partoche. Non mais j'ai jamais écouté le même disque 8 heures par jour pendant 5 semaines. Enfin, donc c'est particulier ça aussi, et puis d'aboutir à une rêverie de 3 ans qui englobe en plus plein de gens, parce qu'on en a peu parlé, mais il n'y a pas que Éric Ruff à la scénographie, il y a Olivier Berriot au costume, Bertrand Couder aux lumières. J'ai été très assisté par ma collaboratrice artistique Marie Lambert. Enfin, donc c'est beaucoup de discussions, de réflexions, de trucs, de machins, d'étapes, beaucoup d'interlocuteurs. Alors ce qui est dément dans les répétitions à l'opéra, là aussi, moi je suis passé pour un tyran, alors que vraiment avant que je sois un tyran, il faut y aller, mais parce que dès que la musique s'arrêtait, il y avait 22 personnes derrière moi qui parlaient. Je dis, alors excusez-moi, je viens du théâtre, et au théâtre, lorsque le metteur en scène parle, on se tait. Ah oui, mais en fait, on est obligé de... Ouais, ben on va trouver un temps pour ça, d'accord? Mais ma direction d'acteur ne doit pas passer au-dessus d'un mur de bruit qui serait votre organisation. C'est pas le propos. Ah, d'accord. Ouais, on est d'accord, ça tombe bien. Et voilà, ça c'est très particulier aussi. Quand on vient du théâtre, c'est un vrai choc. Hein. Mais il y a beaucoup de choses très choquantes. Hein. Par exemple, les entrées des chanteurs sont dictées. Il y a un type à Jardin, un type à Cour qui dit « à toi, vas-y ». Mais moi, en tant qu'acteur, on me fait ça, mais je lui colle ma main dans la gueule. Non mais... Les danseurs, on leur fait pas. Ils n'ont pas d'appel secret. Non, c'est la musique. Enfin, ils sont à l'écoute. Oui. Ils sont. Enfin, et alors que là, les chanteurs, ils attendent. Et tant qu'on leur dit pas à toi, ils y vont pas. Et alors ça, moi, je suis resté, mais comme 2 ronds de flanc. Je dis, mais pourquoi je suis obligé d'attendre que quelqu'un parlemente à Cour pendant 2 plombes quand je dis, vas-y. Ah, mais parce qu'en fait, il faut qu'il le note dans la partition, il faut qu'on lui dise quand et qu'on... Je dis, mais je dirige combien de personnes là? Je dirige un chanteur qui doit rentrer, et vous me demandez de diriger 3 personnes en même temps, parce qu'il y a celui qui donne les tops à Jardin, celui qui donne les tops à Cour. De quoi on parle? Et en fait, pour eux, ça ne peut pas s'envisager autrement. Donc, évidemment, à respecter. Mais ça, c'est particulier, hein, vraiment. Hein, quand vous venez du théâtre...
c'est dingue pour moi. Après, je me dis, mais bon, j'en ai parlé aux chanteurs, je dis, mais on vous infantilise comme ça tout le temps? Parce que, enfin, après, ça rend très immature. Si on a infantilisé toute sa vie comme ça, c'est un problème Et en même temps, voilà, c'est un peu comme des athlètes, quoi. Faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse point avec le pistolet pour qu'ils y aillent. Et pourquoi pas, si eux, ça les dérange pas, ils sont habitués, donc tant mieux pour eux. Moi, c'est vrai que je ne supporterais pas de ne pas être maître de mon entrée. Mais en tant qu'interprète, je détesterais ça. Mais bon, voilà, c'est marrant de noter ces différences-là. Donc, disons que ça m'a appris un peu de patience. Voilà. On a terminé. Ah non, il y a madame qui a une question. Ce sera la dernière. Pardon. J'étais à la Générale hier soir et vous n'êtes pas venu saluer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la tradition de la maison. Ah bon? C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je suis très labelle. Hein. Je suis très... très on me dit à gauche, à droite. Alors, non, on m'a dit la tradition de la maison veut que le salut ait lieu uniquement à la première. Alors, j'en referai un autre parce qu'il y a une captation qui va faire que l'opéra est diffusé en direct dans le salut le 20 juin. Mais en fait, on ne peut pas le 20 juin, donc on triche. Enfin bon, bref, je viens saluer aussi le 17, mais voilà. Mais vous l'avez regretté, c'est gentil, mais pourquoi J'ai regretté, oui, absolument. Mais vous vouliez applaudir ou huer? Ah non. Ah bon, c'était pas bouh dans plein milieu. Bon d'accord, bon ça va, bon, merci. Question un peu méchante, est-ce que vous avez aimé la robe verte dont est affublée Angelina au bal là? Alors, non, là je vais défendre là, elle mon est fagotée. Hein. Mais justement, c'était ça l'idée. C'était ça l'idée, c'est que l'idée qu'elle termine le 1 déjà sublime et en princesse, non, c'est à la fin du 2 ça. Et je voulais que son entrée au bal, c'est même pas un bal, enfin c'est un peu hybride, on ne sait pas si c'est un pique-nique, un bal, enfin bon, il y a à bouffer, en tout cas il y a à bouffer. Bon, je me suis dit, mais cette fille, elle n'a jamais été bien habillée de sa vie. Et j'ai un peu pensé, l'idée que j'ai donnée à mon chef costumier, je dis, tu sais, les Anglaises, le samedi soir, qui veulent être un peu belles, un peu sexy, et c'est raté, mais totalement. Et qui ne savent pas marcher sur les talons. Voilà. Et donc, c'est ça l'intention. Alors là, c'est réussi. C'est réussi. Eh bien, tant mieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui colle des vestes par terre. Elle n'arrive pas du tout à marcher dessus. Elle est complètement larguée. Elle a l'air, mais vraiment, plus commune, on meurt. Mais c'est fait exprès parce que je me suis dit... d'abord, c'est à la fin qu'elle est sublime. C'est pas... Et que je trouvais ça beau aussi qu'on la trouve plus belle dans sa modestie et plus belle finalement dans cette pureté pauvre, qu'on la trouve plus belle pour elle, pour ce qu'elle est, pour son humilité, pour sa modestie, et que justement on a prêté ça passe pas quoi. Je trouve ça touchant. Et voilà, c'est venu de ça. Et en même temps, ça n'enlève pas le côté sexy, mais le sexy mal placé. Mais non, si, moi, les Anglais, de temps en temps, ça peut m'éveiller des trucs. Mais voilà, mais c'est... au moins, la fille commune, elle peut être accessible, c'est pas mal. Mais voilà, je trouve ça, d'où l'intention. Et le vert, alors la couleur verte vient tout simplement de créer quelque chose de très complémentaire avec ce rouge environnant, et notamment, puisque vous l'avez vu, donc le rouge flamboyant du final du 1. Voilà. D'où le vert. Mais il n'y a aucune misanthropie chez elle, c'est pas Alceste, voilà, c'était juste par rapport à la couleur complémentaire par rapport au rouge. Voilà. Italien en fait. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et merci.